Donc, là, voici la nouvelle présentation. Alors, le titre qui avait été donné, c'est « Transmission et parentalité ». Alors, j'ai changé. J'ai mis « parentalité et transmission ». Et c'est vrai que, en préparant ce diaporama, et je dirais c'est plutôt des réflexions justement pour essayer de susciter la discussion, j'ai retrouvé une présentation que j'avais faite, ça devait être en, je ne sais plus, 2010, 2012, sur grossesse et microdélétion 22. Et c'est vrai que j'avais mis en priorité le conseil génétique. Et en fait, là, je voudrais peut-être vous livrer des réflexions de 37 ans de conseil génétique, donc pas uniquement, vous le comprenez bien, dans la microdélétion 22, 37 ans de conseil génétique. Et donc, c'est vrai qu'à la réflexion, a posteriori, je me rends compte que très souvent, on donne un conseil génétique et sans se soucier de ce qu'il y a autour. Et autour, il y a quoi? Si on parle de transmission, avoir un enfant, ça passe d'abord par la sexualité. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas possible de parler de conseil génétique si on ne sait pas assurer qu'il y a eu vraiment une éducation à la sexualité. Après, je dirais aussi l'approche de la parentalité. Alors, c'est vrai que le désir d'être parent, est-ce qu'on a le droit de dire, de marteler à quelqu'un quand il y aura des enfants, si on n'est pas du tout dans une situation où il y a un désir d'être parent et si ce désir ne vient jamais. Ensuite, j'y reviendrai vraiment à la fin, il y a aussi le problème de la capacité à être parent. Il y a des personnes qui ont quand même un certain nombre de difficultés, on l'a vu au niveau de l'autonomie, et c'est quelque chose qui est important aussi. Et enfin, il y a le conseil génétique, évidemment, le risque que l'enfant soit atteint. Donc, je pense que tout ça, c'est un tout, et on ne peut pas parler de conseil génétique si on ne l'intègre pas globalement dans justement cette approche de la sexualité et de la parentalité. Donc, au niveau de la sexualité, alors donc, je crois qu'il est très important de dire qu'il faut une visite chez le gynécologue. Et finalement, aussitôt que pour d'autres jeunes filles, et peut-être qu'on y pense moins, parce que quelquefois, à 14 ans, quand on y pense parce qu'on se dit qu'il pourrait se passer quelque chose, et il faut que ça soit au même âge. Alors, trouver un spécialiste gynécologue qui puisse aborder une microdélétion 22, ça me paraît quand même relativement simple, parce que les gynécologues ont quand même l'habitude ont vraiment l'habitude de suivre des jeunes femmes, et donc en général, ça se passe plutôt bien. Donc, chez le gynécologue, ça permet une information sur les maladies sexuellement transmissibles, sur la contraception. Alors, se pose aussi la question chez le garçon. Et là, je crois qu'il faut quand même peut-être d'emblée, toutes ces questions de sexualité, peut-être que ça peut être aussi abordé par une rencontre avec un psychologue qui connaît bien la microdélétion 22. Et c'est quelque chose aussi qu'on avait développé, avec Françoise notamment, qui a participé dans le programme d'éducation thérapeutique dans le cadre des centres de référence. Donc, alors, après, il y a le conseil génétique. Alors, le conseil génétique, quand et en présence de qui? Alors, là, la réponse qu'on donne en général, c'est ni trop tôt ni trop tard. Mais ça ne veut rien dire. En effet, trop tôt, et là, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être une expérience quand même de très nombreuses années de conseil génétique. Dire à une petite fille ou à un garçon de 12 ans, quand tu auras des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on le dit à quelqu'un qui n'a pas de microdélétion 22? D'un autre côté, il ne faut pas que ça soit trop tard non plus, quand il y a déjà une grossesse en cours, et ça risque là d'être un petit peu les décisions du conjoint qui vont être prises.
Donc, si on y réfléchit un petit peu, je pense qu'on pourrait proposer de scinder le conseil génétique. Parce que le conseil génétique, en fait, il y a 2 étapes. La première étape, c'est l'information génétique. C'est-à-dire, déjà, on va expliquer ce qu'est une microdélétion 22, expliquer que, comme il y a 2 chromosomes, la moitié des gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, ont un chromosome 22 porteur de la délétion. Donc, il y a un risque sur 2 qu'un enfant soit porteur de cette microdélétion. Et ça, c'est vrai que cette information, elle peut être donnée relativement tôt, si on l'a sortie aussi d'une information précise sur ce qu'est la microdélétion. Par contre, les choix et les options dont on va parler dans les diapositives suivantes, il me semble difficile de les aborder si tôt. En effet, les choix, qu'est-ce que j'ai appelé les choix? C'est qu'en fonction de cette information génétique, une personne qui sait qu'elle a un risque sur 2 de le transmettre ou un couple, en fonction de cette information, il va pouvoir décider, il va pouvoir choisir. Soit accepter le risque d'avoir un enfant atteint. Il peut aussi choisir d'éviter la naissance d'un enfant atteint. Troisième possibilité, c'est choisir d'être préparé à la naissance d'un enfant porteur de la délétion pour assurer une meilleure prise en charge dès la naissance. Donc, il y a l'information sur le risque de transmission. Deuxièmement, la personne, elle va, dans sa tête, déjà faire un choix. Et en fonction de ce choix, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut… Déjà, ce choix, il est influencé par quoi? Ce choix, il est influencé par le vécu personnel. Il est influencé aussi par le vécu familial. Lorsqu'on est vraiment en situation d'avoir une grossesse, il est influencé par la position du conjoint. Et enfin, il est influencé par la connaissance qu'a la personne de la variabilité du syndrome. Parce que c'est vrai que cette décision d'avoir ou non un enfant, elle va quand même s'adresser à des personnes qui sont les plus autonomes possibles, donc qui probablement ont moins de complications que les autres. Et donc, jusqu'où doit aller l'information sur la variabilité d'expression et les possibilités de complications plus graves chez un enfant. C'est à discuter. Donc, le vécu personnel, le choix. Et alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a 2 choses. Il y a le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal. Surtout pour les personnes qui choisissent d'essayer d'éviter d'avoir un enfant avec une microdélétion 22. Alors, le diagnostic préimplantatoire, ça se fait avant une grossesse et il est vrai que ce diagnostic préimplantatoire, il apparaît souvent comme la méthode de choix pour les jeunes adultes atteints de microdélétion 22 et pour les jeunes couples. Il consiste à sélectionner des embryons obtenus par fécondation in vitro et seuls les embryons non porteurs de l'anomalie génétique seront implantés dans l'utérus maternel. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages. Ça évite le choix difficile d'une interruption de grossesse. Ça permet d'être certain de ne pas avoir un enfant avec une microdélétion sans avoir à prendre cette décision difficile. Donc, c'est vrai que beaucoup de jeunes couples s'orientent vers ça, ils en ont entendu parler. Bon, je pense que c'est très important, mais par contre, je crois qu'il faut quand même d'emblée dire qu'il y a des limites. D'abord, les limites, c'est le recours à une procréation médicalement assistée avec une fécondation in vitro qui n'est quand même pas anodine. Il y a un nombre limité de centres. Il faut aussi contrôler les résultats par une amniosynthèse. C'est une procédure qui est quand même assez lourde et elle est quand même génératrice d'anxiété et de stress. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce que les jeunes couples puissent accéder à ces méthodes, mais il faut vraiment un encadrement tout au long du processus. Et enfin, il y a beaucoup d'échecs, c'est-à-dire que toutes les tentatives n'aboutiront pas à une grossesse. Donc, il faut toujours évoquer cette possibilité. Et pour les personnes qui ont décidé qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles ne pouvaient
pas prendre la responsabilité d'avoir un enfant avec la microdélétion. Il faut toujours dire que si ça ne marche pas, ben, il faudra faire un diagnostic prénatal. Alors, le diagnostic prénatal, c'est quoi? Le diagnostic prénatal, c'est quand il y a une grossesse en cours. Alors, ce diagnostic prénatal, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la surveillance échographique. La surveillance échographique qui permet le dépistage des complications et les cardiopathies congénitales. Bon, la plupart des cardiopathies congénitales sont dépistables à l'échographie. On peut dépister aussi des uropathies, toutes les malformations. Par contre, la surveillance échographique ne permettra pas de dépister la microdélétion. Pour avoir le diagnostic biologique du fœtus, la recherche de la microdélétion, il faut un prélèvement fœtal. Alors là, vous voyez à droite, sous échographie, vous voyez une sonde d'échographie avec le fœtus qu'on voit, l'écran qu'on voit au fond, et une aiguille qui va aller recueillir du liquide, là c'est du liquide amniotique dans l'utérus maternel. C'est très fiable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prélèvement fœtal, que ce soit un prélèvement de liquide amniotique ou un prélèvement plus précoce de placenta, qu'on appelle aussi une choriosynthèse ou de villosité choriale, il y a un petit risque de fausse couche. Alors enfin, les nouvelles méthodes permettent un diagnostic dans le sang maternel, c'est-à-dire quand une femme est enceinte, on fait une prise de sang de la mère et on peut faire une analyse de l'ADN du fœtus par le sang de la mère. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas fiable quand la maman est porteuse elle-même d'une microdélétion 22, ce n'est pas fiable pour le dépistage chez l'enfant. Donc, pourquoi faire un diagnostic prénatal? Ça peut être savoir pour se préparer à la naissance d'un enfant dont on saura avant s'il est ou non porteur de la microdélétion. Quelquefois, on nous adresse des couples en disant si cette jeune femme voudrait faire une amniosynthèse pour se rassurer. Non, on ne fait pas pour se rassurer. Quand il y a un risque sur deux, il y a une probabilité sur deux que le fœtus soit porteur de la microdélétion. Donc, on le fait pour savoir, en sachant qu'on peut très bien tomber sur le diagnostic de la microdélétion chez le fœtus. Ça peut être pour améliorer la prise en charge à la naissance. Ça peut être parfois pour envisager une interruption de la grossesse si il y a une atteinte sévère ou même parfois si simplement il y a la microdélétion. Alors là, je me permettrai d'insister sur le fait qu'il faudrait une consultation génétique dès qu'il y a une grossesse avec une demande de diagnostic prénatal, même si le couple a déjà eu un conseil génétique. En effet, l'amniosynthèse de prélèvement de villosité choriale, ça peut être fait par un gynécologue en ville, ça peut être fait dans une clinique. Un laboratoire privé peut très bien faire le diagnostic prénatal. Mais je crois qu'il est très important, et on verra pourquoi, c'est très important de refaire le conseil génétique en début de grossesse. Alors, schématiquement, là, vous voyez qu'est-ce qui peut se passer quand il y a une grossesse en cours. Il y a certains, à gauche, certaines personnes peuvent choisir de faire un prélèvement précoce. C'est vers 12 semaines d'aménorrhée, 10 semaines de grossesse, un prélèvement de villosité choriale et qui va permettre de rechercher la microdélétion. Et dans la plupart des cas, lorsque c'est cette option qui a été prise, si la délétion est identifiée, le couple va opter pour une interruption de la grossesse. Et sinon, la grossesse est poursuivie s'il n'y a pas la délétion. Ils peuvent choisir aussi de faire un diagnostic un peu plus tardif par amniosynthèse. À ce moment-là, soit il n'y a pas la délétion. Et s'il y a une délétion, ça permet aussi de faire une surveillance échographique, rechercher s'il n'y a pas des complications cardiaques graves et de permettre la prise en charge néonatale. Et certains couples, après, peuvent aussi opter pour une surveillance échographique simple. Soit cette surveillance est normale, on ne dépiste pas de malformation. Mais il faut absolument prévoir aussi une prise en charge à la naissance et un diagnostic à la naissance parce qu'on peut très bien avoir une échographie parfaitement normale et un fœtus avec une microdélétion 22. Soit le résultat est anormal, il y a une malformation et à ce moment-là, le couple peut opter soit pour le prélèvement fœtal, soit pour un diagnostic à la naissance. Alors,
Donc, on a vu les choix. Bon, les choix, soit avoir un enfant, accepter d'avoir un enfant, soit essayer d'éviter d'avoir un enfant avec une microdélétion 22. Ce qui est important, et ça répond probablement à une des questions qui a été posée tout à l'heure, que j'ai vu passer sur l'écran, quand faut-il faire un conseil génétique? Faut-il répéter le conseil génétique? Je crois que les choix peuvent changer. D'abord, les choix, ils ne peuvent pas être faits par un adolescent ou une adolescente de 13 ans, 14 ans, ce n'est pas possible. Et donc, il est important de répéter le conseil génétique. D'abord, en fonction de l'évolution du contexte de vie, ça peut être la rencontre d'un partenaire qui aura son mot à dire. Et, à mon avis, toujours répéter en début de grossesse. Alors, pour terminer, puisque c'était sur parentalité, transmission, quelle est la surveillance d'une grossesse d'une femme porteuse d'une délétion 22? Et là, bon, c'est peut-être une position personnelle, mais il me semble qu'il faudrait que cette grossesse soit toujours suivie en relation avec un centre de référence maladie rare. D'abord, ça permet de refaire une consultation génétique, s'assurer que le conseil génétique a bien été compris. Ça peut être aussi accompagner une éventuelle décision d'interruption médicale de la grossesse, qui n'est jamais anodine. Et c'est vrai que dans les centres de référence, il y a des psychologues qui peuvent accompagner ces couples. Ça permet aussi de faire un bilan biologique parce que la surveillance, une grossesse avec une microdélétion 22, il faut faire la calcémie, il faut faire la numération, il faut faire une prévention par la vitamine D. Ça peut être aussi un avis cardiologique éventuel. Et puis, cette grossesse en relation avec le CRMR, ça permet aussi de prendre un contact avec le pédiatre et l'équipe de la maternité pour mettre en place le protocole de surveillance de l'enfant. Soit on sait qu'il est porteur de la délétion, soit il n'a pas été testé, il est à risque et ça permet juste de prévoir quel est ce protocole et de le faire sans affolement à la naissance. Et enfin, ça rejoint un peu une des premières diapositives que je vous ai montrées. Je pense qu'il est très important d'informer l'équipe de maternité de la nécessité d'une mise en place d'un suivi, parce qu'une maman qui a une microdélétion 22, elle sera peut-être un petit peu plus dépassée par les événements qu'une autre maman, et donc prévoir lors du retour à domicile une surveillance, visite de sage-femme, de puéricultrice, pour essayer de dépister d'éventuelles difficultés et de mieux accompagner ces jeunes femmes et ces couples dans la prise en charge d'un enfant. Voilà, donc c'était juste quelques réflexions. Je pense qu'elles vont susciter un certain nombre de questions et je suis à vous pour y répondre. Alors, j'ai 3 questions. Oui, comment parler de sexualité à un adulte présentant une déficience intellectuelle? Là, je pense que justement, c'est le rôle des psychologues, peut-être, des centres de référence, et je pense que c'est extrêmement important. Ça, c'est s'il y a une déficience intellectuelle, bon, c'est le gros problème de la déficience intellectuelle. Il faut vraiment, alors ça, quelquefois, il peut y avoir, bon, quand la déficience intellectuelle est importante, dans les centres, il y a des éducateurs. Et là, justement, je pense qu'il faut demander une aide auprès du centre de référence, voire avec le psychologue. On peut avoir aussi des gynécologues. Nous, c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir des gynécologues qui s'intéressent particulièrement à ces problèmes et qui pourront parler de sexualité, mais ça me paraît extrêmement important. Une autre question, existe-t-il une liste de sexologues formés au 22Q11? Je n'en ai absolument, enfin, personnellement, je n'en connais pas. Merci. Et encore une autre question. Dans le cadre où le couple explique ne pas vouloir d'IMG, même si l'enfant est porteur de la microdélétion et peu importe sa forme, pourquoi faire un DPN, dans le sens où la décision sera la même, et préparer à une éventuelle naissance avec 22Q11 via conseil génétique et suivi psycho ne peut pas suffire?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est conseil génétique, suivi psychologique et suivi échographique quand même. Parce que, et ça c'est vrai que bon, c'est arrivé souvent, alors il y a à la fois, je pense qu'il faut un suivi psychologique, un suivi échographique, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, c'est quand même pas, même si le couple accepte la présence d'un enfant avec une microdélétion 22, on ne peut pas le faire naître dans une clinique comme ça avec une équipe à la naissance qui n'est pas préparée. Ça peut être un enfant qui peut avoir une cardiopathie. S'il y a une cardiopathie qui n'a pas été dépistée, il faut une surveillance échographique. Et puis, justement, que la naissance se fasse, alors elle peut se faire aussi dans une maternité privée, ce n'est pas le problème, mais avec une équipe qui est tout à fait au courant du fait que cet enfant a un risque d'avoir une microdélétion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Quand faut-il faire le prélèvement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous, si le couple ne veut pas faire de prélèvement pour rechercher la microdélétion, enfin, personne n'a jamais forcé une personne à faire un diagnostic prénatal. Par contre, il faut vraiment une surveillance spéciale. Est-ce que ça répond à la question? Alors, la question était posée par Oui, Aurélie oui, Flavre. il a marqué, oui. Elle peut, Il a mis oui. elle Il peut, a mis oui. elle peut parler, Aurélie. Non, mais elle a Oui, mis non. oui. En fait, j'ai posé la question parce que je suis actuellement psychologue dans un centre, du coup, dans un service de génétique, où on travaille beaucoup avec des diagnostics prénataux, préimplantatoires et notamment des délétions 22q11. Et c'est vrai que dans certains cas où les parents, le couple ne veut pas forcément d'interruption médicale de grossesse, avec les généticiens, on ne voit pas toujours forcément l'intérêt de faire un diagnostic prénatal. Donc, c'était pour ça que je posais la question. D'accord. Très bien. Bon, ben, je pense il y a avoir répondu. une autre question. Attendez, je remonte un peu. Le diagnostic biologique du fœtus recherche la délétion 22. D'autres maladies sont-elles recherchées? Est-ce que l'enfant peut avoir d'autres maladies génétiques non détectées? Ah, c'est certain. Quand on fait un diagnostic prénatal pour une microdélétion 22, en général, on fait un karyotype standard. Donc, ça permettra de dépister une trisomie 21. Et on fait une recherche de microdélétion 22. Point, et après, l'enfant, il est à risque d'avoir, comme n'importe quelle grossesse, donc il faut surveiller aussi. Il faut avoir... Mais le diagnostic prénatal se limite à la recherche de la microdélétion 22. J'ai une autre question. Quel est le délai entre un conseil génétique et le démarrage d'une FIV? Pour un diagnostic préimplantatoire, alors là, ça serait plus David Geneviève qui pourrait y répondre parce que ça se fait à Montpellier. Alors, il y a 2-3 ans, c'était 2 ans d'attente. À l'heure actuelle, les délais se sont quand même bien, parce qu'il y a eu ouverture de 2 centres. Il y avait Paris, Strasbourg et Montpellier. Maintenant, il y a Grenoble et Nantes. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, dans les 6 mois, il peut y avoir une prise en charge. Très bien. Le pourcentage de réussite d'une FIV est-il différent selon que le porteur de la délétion soit un homme ou une femme? À ma connaissance, non. Alors, ce qui m'embête, c'est quand on dit FIV, parce que FIV, c'est la fécondation, il vaut mieux dire diagnostic préimplantatoire, parce que le diagnostic préimplantatoire, c'est une FIV suivie du diagnostic biologique de chaque embryon. À ma connaissance, non, puisque de toute façon, il y a un prélèvement. Bon, si la femme, qu'elle soit porteuse ou non de la délétion, a une fertilité correcte, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences. Encore. Je vous remercie beaucoup pour ces 2 interventions très claires et qui nous amènent à réfléchir. La difficulté principale à l'adolescence est de faire la part des choses entre ce qui relève du 22q11 et du comportement habituel d'un ado. Voilà, merci encore, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je voudrais peut-être répondre par rapport à la question sur les sexologues.
Parce qu'au Symbiosium, il y a 2 ans, on a fait venir donc une personne qui a parlé d'affectivité, de sexualité assez longuement. Et on sait qu'il y a des associations dans les grandes villes surtout, donc qui accueillent des personnes souvent qui ont un handicap, qu'on appelle handicap quand même, ça ne s'adresse pas comme ça à tout le monde, à tout venant, et qui ont des questions sur la sexualité. Donc ça, je crois que c'est Valérie Boletta qui a posé cette question. Si elle veut prendre la parole aussi et un petit peu expliquer sa question et ce qu'elle recherche exactement, parce que on peut donner différents conseils et ça dépend de ce qu'on recherche aussi. Donc ça peut s'adresser, c'est pas forcément, ça peut être une association plus qu'une autre. Voilà. Je ne sais pas si Valérie est toujours là. Peut-être pas. Et je sais aussi qu'en Suisse, les Suisses s'occupent beaucoup de ce côté sexologie. Je sais que Stéphane Eliès, il est possible qu'on en reparle dans un autre atelier, c'est possible. Voilà, autrement, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Parce que 10h19, nous avons du temps, je pense. Ah non, on est à l'heure, mais on peut toujours prendre... Oui, c'est ce qui me semblait. On peut toujours prendre une ou deux questions, peut-être, s'il y en avait encore. Voilà. Peut-être si je peux juste compléter, Françoise, ce que tu disais par rapport à la sexualité. C'est vrai qu'il y a certains programmes qui ont été développés pour parler justement de sexualité à des jeunes qui ont des difficultés de développement. Alors, pas spécifiquement pour la microdélétion 22, mais pour différents types de jeunes. Et il y a notamment un programme qui est très bien fait, qui est le programme de Madame Isabelle Hainaut, qui a été développé à la base pour des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais où il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi être utilisées pour des jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont une maladie du neurodéveloppement, comme la microdélétion 22. Et il y a comme ça toute une série de thèmes qui sont abordés sur, par exemple, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, sur les zones du corps, qu'est-ce qu'on peut faire à quel endroit, etc. etc. Et c'est vraiment un programme qui est très didactique, qui est très bien fait. Je vais vous écrire le nom. D'accord. Et c'est un programme, comment ça? C'est quelque chose d'écrit? Alors, normalement, c'est un programme qui a été développé pour être fait en petits groupes, avec des petits groupes de jeunes, dans un setting de consultation, mais elle a écrit un livre qui s'appelle, sauf erreur de tête, La sexualité et le syndrome d'Asperger, et dans lequel il y a vraiment tous les ateliers de son groupe qui sont décrits. Donc, ça peut aussi vraiment être quelque chose qui peut être fait par un psychologue en individuel avec un jeune aussi, en adaptant le format des ateliers. Oui, d'accord. Bon, je sais que les personnes qui sont suivies pour des troubles psychiatriques ont un accès assez facile à ces associations, parce que ça fait partie de l'accompagnement de ces groupes-là. Je sais aussi que la trisomie 21 a fait beaucoup dans ce sens-là, pour éduquer avec un langage FALC, donc facile à comprendre. Donc, ça serait peut-être quelque chose qui répondrait à la question comment justement éduquer sur le plan sexuel une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, c'est vrai qu'il existe des choses. Après, il faut un petit peu chercher. Bon, c'est un petit peu, il faut quand même, je dirais, pas en conclusion, parce que je vais laisser le professeur Philippe nous donner la conclusion. Mais je pense... j'ai perdu le fil maintenant. Tant pis. Je vous laisse conclure. Voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, écoutez, pour conclure d'abord, je voudrais quand même renouveler quand même tous mes compliments à l'association Génération 22 pour vraiment tout ce qu'elle a fait. Et justement, je crois que ma conclusion au terme de ces deux présentations, c'est de dire que je crois qu'au cours des 20 dernières années, beaucoup a été fait sur la prise en charge des maladies rares chez l'enfant. Et vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, moi qui ai commencé à faire de la génétique en 1983, je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. Et que l'enjeu des prochaines années, alors ça l'est pour les centres de référence, mais je crois qu'il faut absolument que ça le soit aussi
pour les associations, c'est vraiment la prise en charge des adultes. Et là, bon, il y a quand même un certain nombre de pistes. Je vois Maud qui hoche la tête et qui dit que c'est vrai, parce que c'est vrai que je pense que quand même chez l'enfant, il y a quand même beaucoup de structures, même si c'est imparfait. Mais maintenant, c'est ces adultes. Et là, je crois beaucoup, là, je voudrais revenir sur la fin de, si vous voulez, quand j'ai mis la surveillance des grossesses. Je pense que c'est vrai que un couple dont le mari ou la femme, enfin l'un des deux partenaires a une microdélétion peut très bien avoir un enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que la femme aille voir sa gynéco, qu'elle lui prévoie une amniosynthèse. Il faut vraiment une surveillance particulière de la grossesse, une prise en charge de la grossesse, une prise en charge de la naissance, une prise en charge des premiers mois. Parce que sinon, je crois qu'on va vraiment arriver à des… Autant on peut arriver à construire vraiment justement des familles, des vraies familles, des choses très solides, mais il faut vraiment que cet accompagnement, et c'est un peu ça aussi, pour revenir sur ma première présentation sur l'autonomie, c'est sûr que c'est une autonomie, mais c'est aussi une autonomie qui doit être quand même contrôlée. Et enfin, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est toujours un plaisir de travailler avec des familles qui sont… et qui, je pense, des familles qui font quand même aussi confiance aux professionnels. Donc, je souhaite je souhaite bonne chance et longévité à Génération 22 et à Connect 22 aussi. Voilà. Tout à fait. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous pour cette disponibilité et tout ce travail de plusieurs années. Bon, on ne se quitte pas quand même totalement, j'espère. Non. Voilà. Merci infiniment, Nicole. Merci à tout le monde. Merci, Maud, évidemment, pour tout ça. Petit dernier mot, nous sommes dans les maladies rares. Ça reste compliqué. On avance petit à petit, mais on est sur le bon chemin et les avancées sont vraiment là. Donc, on en reparle au cours de la journée. À bientôt.